Sur Déter, est-ce qu'on peut vivre de sa passion? Moi, ce que je veux donner... Vous êtes sur Déter, est-ce qu'on peut vivre de sa passion? Moi, ce que je veux donner, c'est de la détermination. On va aussi rappeler que l'entraide, c'est fondamental. On doit faire 2 fois plus d'efforts que les autres au final. C'est une force, c'est ça que je trouve magnifique. 2 fois plus déterminé. C'est ce qu'on veut, c'est la motivation. On est venu parler motivation, donc si dès le samedi matin t'es déter, enfin il y a plein d'opportunités à chaque coin de rue, il y a plein de gens qui ont la même passion que vous. C'est un truc qui nous a sauvés. On peut atteindre son monde, rester branché et partager. Parce que si on reste déter, il y aura plein de choses qui vont se passer et on va grandir tous ensemble. Pour nous, c'est une passion, frère. Yo, c'est Guise et vous êtes sur Déter. Aujourd'hui, je suis avec Mathilde. Comment tu vas? Écoute, ça va. Et Très toi? bien. Très très bien. Cette interview, ça fait 2-3 semaines qu'on devait la faire. On a eu quelques petites galères avec les grèves, Plein de tout grèves, ça. ouais. En plus, tu viens de Lyon. Merci beaucoup d'ailleurs d'être venu de si loin pour venir ici. C'est un plaisir. Donc du coup, Mathilde, on te connaît mieux sous le nom de Floxy, Oui, c'est ça. donc avec 2 X. Et tu es surtout illustratrice de BD et tatoueuse. C'est ça. Et en plus de ça, il me semble que tu as cofondé une friperie avec des amis à toi. Alors, pas tout à fait, c'est mes meilleures copines depuis 10 ans qui ont ouvert une friperie. Ok. Et elles m'ont laissé à l'étage un studio pour que je puisse en faire mon atelier, machin, que je fasse ce que je veux. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler justement de tes passions pour le tatouage, la BD, donc toutes les illustrations en général, que ce soit sur des corps ou des feuilles, on va dire. Ouais, c'est la même chose. Et est-ce que, pour commencer, tu peux nous raconter un petit peu comment ça t'est venu c'est quoi les premières illustrations La base du dessin, genre? La base du dessin. D'où En ça vrai, vient? c'est depuis toujours. Genre, j'ai vraiment toujours dessiné. Ok. Et de toute façon, je pense que c'est tout le temps ça. Quand t'es petit, tout le monde dessine. C'est juste qu'il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui s'arrêtent pas. Mhm. Et moi, j'ai toujours kiffé raconter des histoires. J'étais passionnée quand mes parents ils me lisaient des histoires le soir. J'étais passionnée par le cinéma partout, mais très très petite. Et à l'époque, je passais mes journées, genre en primaire, je passais des nuits blanches sur mon sol à plier des feuilles A4 et à dessiner des mangas au stylo bic et à faire plein d'histoires de 100 pages des fois pour raconter des histoires toujours avec des meufs à poil super sexy qui combattaient des démons et tout. Okay. J'ai toujours kiffé raconter des histoires. Ok. Et ensuite, j'ai commencé à bosser en tant qu'illustratrice quand j'avais genre 16 ans, en passant par le milieu de la techno. Donc j'avais pas l'âge pour aller aux soirées pour lesquelles je travaillais. Je sais pas si c'était de nom, mais le deal c'était un peu genre tu fais les affiches pour nous, en échange on te laisse rentrer en soirée toi et tes copines. Ah oui. Parce que j'avais pas l'âge, donc c'était Donc, tout oui, du je mytho vois. quoi. Mais je c'était un kiffais. petit peu limite quand même, comme pour l'organisation qui faisait ça en tout cas. C'était un peu limite, mais c'était cool, moi je trouvais ça super fun. Ouais, j'imagine. Puis c'était quand même le truc d'être reconnu pour mon taf. Genre à l'époque c'était partagé sur Facebook, c'était des affiches de soirée, c'était trop stylé. Trop bien. Et donc du coup, en gros ça c'était ton premier, on va dire, taf avec tes illustrations quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et comment, donc ça c'était à 16 ans, mais entre les deux du coup tu dessinais tout le temps, tous les jours? Je dessinais tout le temps. Tu savais que tu voulais en faire ton métier ou c'était assez flou? Non, ouais, je savais. J'ai toujours été ultra motivée pour faire ça. D'accord. J'ai toujours voulu raconter des histoires. Okay. Je voulais faire de la BD, je voulais faire du dessin. Après, j'adorais faire la fête. Ok. Un peu le problème. Du coup, je pense que c'est pour ça que je suis passée par le milieu de la techno. Ok. Le seul moment où j'ai perdu un peu de motivation, c'est quand je fumais des joints. Non. Okay. J'ai arrêté, c'est le mieux. Ok. Et donc t'as commencé avec les soirées techno et puis après, comment t'as concrétisé ça autrement en grandissant aussi? Du coup, j'ai fait 2 ans aux Beaux-Arts et ensuite 1 an dans une école de BD à Bruxelles qui s'appelle Saint-Luc. Aux Beaux-Arts de Paris du coup? Non, j'étais dans le sud. Ok. J'étais à Aix. C'était très cool, mais les Beaux-Arts c'est très art contemporain et j'adore, mais c'était... ils étaient ils détestaient l'illustration, ils détestaient la BD. Du coup, moi, ça m'allait pas. Okay. Et à cette époque-là, je commençais déjà à gagner un tout petit peu d'argent. C'était pas grand-chose, mais à me faire un peu payer pour des illus. Je me disais, vas-y, entre bosser pour des profs qui respectaient pas mon taf et commencer à être payé dans l'art, je vais faire de l'art, quoi, à fond. Et ensuite, je me suis mis... Il y a eu le confinement et je me suis mis, du coup, sur le Fiverr. Tu vois, ces sites-là? Ouais. C'est horrible, hein. T'es hyper... c'est vraiment des boulots de merde. C'est le Uber
Exactement, dessin, du non graphisme et du dessin, c'est hyper compétitif, t'es payé comme de la merde, on me parlait super mal, mais je faisais ça, j'enchaînais les logos à 5 € pour essayer d'avoir un peu d'argent, mais j'ai arrêté, ça m'a dégoûté l'illustration pendant un moment, et j'ai mis du temps avant de me redire que vas-y, je pouvais vivre à nouveau de l'art. Ok. Et entre-temps, je bossais dans le milieu du sexe, surtout, D'accord. pendant 4 ans. Donc c'est-à-dire tu faisais quoi? Je bossais notamment dans un club libertin. Ok. Donc dans le club libertin, c'est dans ce club libertin que j'ai écrit toute ma BD, quasiment. Ok, oui, donc parce que t'as sorti une BD Oui, c'est ça. qui s'appelle L'utopie des contraires. L'utopie des contraires. Voilà. Et donc c'est en travaillant dans le milieu du sexe, à côté tu faisais ta petite BD et tu faisais quoi exactement dans ce club du coup? Alors je faisais 3 trucs, je faisais vigile Ok. de ma petite taille, je choisissais qui rentrait, qui sortait, je gérais les gens, j'étais toute seule dedans. Je faisais le bar, mais c'était en journée, c'était midi 19h, il n'y avait pas d'alcool. Ok, d'accord. Donc je servais des coca. Je faisais la discussion, enfin je parlais aux gens, mais j'avais mes clients préférés, j'adorais, je connaissais toute leur vie amoureuse, ils connaissaient toute la mienne, c'était marrant. Et je faisais le nettoyage. Nettoyer un club libertin, c'est pépite. Mais du coup, ça te laisse plein de temps libre. C'était midi 19h, tu te faisais chier globalement. J'étais dans une salle où les gens pouvaient faire des trucs, donc j'assistais à des choses. Hein. D'accord. Et il y avait une télé, où j'avais le droit à 3 chaînes de musique, qui étaient M6 Musique, RFM et... je sais plus, c'était vraiment des trucs de merde. J'avais ces mêmes sons qui passaient en boucle et des bruits d'orgie, et c'était le seul cadre que j'avais pour dessiner, mais je l'ai pris, c'était cool. Et quand même. est-ce que ça se ressent aussi dans ta BD justement Honnêtement, je pense pas du tout. À la BD, tu verras, mais elle est quand même un peu dark, elle parle de santé mentale surtout. Oui, ça, j'ai vu les thèmes, etc. Mais non, c'était marrant. Bah, du coup, le cadre d'écriture, c'est celui-là quand même, c'est assez drôle. Oui, c'est un cadre assez hors du commun, on va dire. Ouais, c'est ça. Et comment t'en es venu à travailler dans ce milieu-là en particulier? Parce que c'était... Franchement, c'est une bonne question. J'aimais bien. Ok. En vrai, dans le milieu du sexe, les gens, ils sont assez respectueux. Parce que j'ai fait aussi de la restauration, des trucs comme ça. La restauration, t'es quand même... on te parle pas très bien, c'est des boulots super durs. Vraiment gros respect aux gens qui font ça. C'est l'étape qui me pesait le plus, porter les plateaux. J'étais super maladroite, je renversais tout. Les gens, ils te parlent mal. Le milieu du sexe, les gens, les milieux libertins, en fait, les gens, ils sont super sympas. Ils te parlent bien, ils savent pourquoi ils sont là, ils sont super respectueux. Il n'y avait jamais de débordement. Trop bien. Donc c'était fun. Trop bien. Et donc t'as eu cette... du coup, tu dis que c'était une pause, entre guillemets, après Fever. Ouais. Mais en fait, ça n'était pas vraiment si t'écrivais ta BD derrière le comptoir du truc. Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'avais toujours ce taf-là à côté. Ok. Et c'est que... tu ne vivais pas encore tu ne vivais plus de ton art, quoi. C'est ça. Mais après, je continuais. Enfin, du coup, je faisais du tatou à côté et tout. Ok. Mais j'avais peur de me relancer à 100% dans l'art. J'avais peur que ça foire. J'avais peur de galérer. Parce que t'as un truc aussi, quand tu galères trop financièrement avec l'art, t'es plus du tout en train de créer pour toi. T'es en train de créer pour la rentabilité, pour grappiller les seuls sous que tu peux avoir avec des projets qui te font chier et qui te démotivent de fou. Enfin, perso, c'était comme ça. Quand tu te retrouves à faire des logos pour des marques de glace inconnues, tu te dis que c'est cool, c'est l'art, mais c'est pas l'art que tu veux. C'est de l'art pour vendre des produits, quoi. Donc c'est ça. Donc c'est pas toi qui choisis du tout. Tu choisis rien, on te parle mal, t'es mal payé, donc. Ouais, pas ouf. Et du coup, donc tu viens de dire justement que tu tatouais aussi à côté. Ouais. Et je voulais savoir justement quel lien tu faisais entre le dessin et le tatouage, et quand est-ce que tu as commencé à tatouer aussi? Alors j'ai commencé dans ma chambre avec une aiguille à coudre. Ok, n'importe sur toi comment. Oui. Okay. Et une encre de Chine. Ok. Ensuite, au Beaux-Arts, je me suis acheté une machine avec une copine. Aucune notion d'hygiène, une aiguille pour 3 personnes. T'as le sida? Non, j'ai pas le sida. Ok, c'est parti. Pas de gants. Pourquoi des gants? On s'en fout. D'accord. Et là, c'était désastreux, évidemment. Et ensuite, j'ai repris 2 ans après. Je me suis dit, vas-y, non, je passe ma formation d'hygiène, je m'y remets sérieusement, j'achète du bon matos. Et j'ai fait ça aussi parce que, en fait, je pense que quand t'es dans l'art, après, tout le monde est différent, mais je pensais trop que je voulais avoir un métier précis, genre je voulais être autrice de BD, et même illustratrice. Et en fait, je me suis rendu compte que ces métiers me faisaient chier. Parce que t'es tout seul dans ta chambre, t'es un loser, t'es tout décalé, tu travailles la nuit, t'es en pige, tu sors pas, t'as toujours des trucs à faire, du coup t'es hyper... je sais pas, ça m'allait pas. Ouais, tandis que le tatouage, c'est l'inverse, quoi. C'est très, très social. C'est social. Et moi, j'ai besoin des deux. Je suis une meuf super sociable. J'ai besoin des deux. Je pense que c'est trouver un peu l'alignement, enfin, trouver une espèce de compromis entre entre plusieurs pratiques qui vont chacune t'apporter des trucs différents.
Et ils permettent de gagner un peu d'argent aussi, parce que c'est important. Je pense qu'avec un seul truc, tu vas galérer, donc faut faire plein de trucs. Là, je fais de la sape aussi dernièrement, je kiffe aussi. Ouais, du coup, j'ai vu, tu customises des vêtements, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et tu les commercialises, enfin, tu les vends aussi dans le local de Verifrip. C'est ça, exactement. Okay. Trop bien. Et donc, du coup, en fait, tu as réussi à trouver un juste équilibre entre ce que tu kiffais et un truc rentable, quoi. Ouais, c'est ça. Finalement. Aujourd'hui, là, ouais. En fait, c'est le tatouage, c'est un peu ça, en fait, finalement, pour toi. Le tatouage, c'est pas. Enfin, je pense que c'est un mélange de tout. C'est la BD, l'ILU, la sape et le tatou. Okay. Et c'est ce mélange des 4 trucs qui me branchent de fou, qui me permet de bouger. Je peux être dans des events, je peux aller rencontrer des gens. Quand je tatoue, je rencontre des gens trop cool. Enfin, ouais, c'est toute une espèce d'univers comme ça qui fait que ça marche bien. Mais faire un seul truc, je pense que ça me casserait les couilles. Ok. Et au-delà du fait que ça te casse les couilles, est-ce qu'en plus tu pourrais en vivre si tu avais juste une source de revenus, mais que tu t'y mettais à fond, du coup, évidemment? Est-ce que, par exemple, tu pourrais juste vivre de la BD, juste du tatouage Je pense que oui. Oui. Mais du coup, vu que ça devient ton seul métier, ton seul gagne-pain, je pense que ma passion, elle disparaîtrait complètement. Ah, ok. Donc pour toi, c'est la passion, c'est une sorte de dosage un peu ? Ouais. Après, j'ai un rapport à la passion qui est hyper étrange parce que je suis, du coup j'en parle dans ma BD, mais je suis bipolaire. Okay. Et la bipolarité, c'est une maladie qui est assez méconnue. On en parle souvent en mode blague, en mode t'es bipolaire, mais en fait c'est une maladie qui est pas... C'est un trouble de l'humeur, on appelle ça. Je sais pas si tu vois comment ça marche. De loin, mais oui, si, c'est des phases où tu es très très bien et d'autres où tu es très très mal. C'est ça, en gros, c'est ça. Je sais que j'en ai, mais. En fait, tout le monde a des humeurs qui sont à peu près variables comme ça. Et les bipolaires, ça va faire tac, tac, tac. Et du coup, je vais avoir des périodes où je perds toute motivation. C'est du temps perdu sur mon travail, sur mon repos, et des périodes où je vais être super créative, je vais faire plein de trucs. Du coup, je pense que c'est ça aussi qui fait que j'arrive pas à faire un seul truc tout le temps, parce que sinon, c'est trop branlant, c'est trop instable. Et ça a été un long processus, un long parcours pour trouver ma stabilité avec cette maladie et avec la création. Parce que déjà, faire de l'art, c'est pas facile. Être artiste, c'est pas facile. Mais en plus, être zinzin, ça rajoute un truc par-dessus. Et du coup, c'est quoi j'imagine qu'il n'y a pas de recette magique, mais c'est quoi justement, c'est comment tu as trouvé ta stabilité avec cette maladie ? Franchement, ça a été pas mal parlé avec des gens concernés qui ont ça aussi et qui me donnaient un peu des tips pour gérer ces phases-là. C'est vachement s'écouter et c'est justement en parler en fait. Moi, c'était la BD que j'ai écrite. Du coup, ça tourne beaucoup autour de ça. C'est quand même une espèce du coup, c'est autobiographique. Et le gros fil conducteur, c'est quand même la santé mentale et le rôle de comment la mémoire est affectée avec la santé mentale. Parce que je pense que quand t'es c'est un peu comme le film Vice Versa de Pixar où tu sais quand t'es pas bien, du coup tous tes souvenirs vont être affectés par ce moment où t'es pas bien, et en fait c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est comment est-ce que tu retrouves ton identité et ta mémoire à travers le dessin, à travers le processus du carnet, de retranscrire des choses, de garder une trace. Ok, donc pour toi il y a un conseil que tu donnerais, on va dire, c'est justement d'avoir toujours un petit carnet pour un genre de journal intime finalement. Exactement, ouais, de ouf. Je pense que même pour tout le monde, c'est trop bien de garder une trace de ce que tu fais. Maintenant, et pour se souvenir aussi de l'émotion que tu avais au moment où tu as vécu tel truc. Ouais, de fou. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal, mais c'est trop bien, mais c'est vrai que je suis moins dans les carnets depuis que j'ai un iPhone et que je prends des photos tout le temps et que j'ai des traces quand même. Mais le carnet, t'as ce truc où t'as ton émotion pure et dure au moment où tu l'écris. Des fois, j'écris juste une phrase ou un truc, ou tiens, j'ai mangé ça avec telle personne, tel restaurant, et c'était cool. Et je trouve que c'est des super traces qui peuvent être vraiment matière à créer après plein de trucs. Trop bien. Et justement, donc tu dis que ta BD, elle t'a beaucoup aidé aussi justement dans ce processus-là, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Et justement, en quoi elle t'a aidé, en quoi créer ça t'aide, toi en tant qu'artiste et en tant que personne aussi? Je pense que c'est vraiment ma raison de vivre. Les moments où je crée pas, c'est les moments où je vais pas bien. Ah ok.
Et en même temps, non. Parce que ouais, moi j'ai vu l'inverse dans une de tes Ouais. BD. Non, je pense qu'il y a des. Enfin, Et justement, je voulais en parler. ouais, non, c'est une bonne question. Non, en vrai, c'est pas. Je sais pas comment le dire. Les moments où je suis vraiment très très mal, j'ai pas créé. Ok. Et ça va me mettre encore plus mal parce que je vais me sentir. Je vais culpabiliser en plus à l'idée de rien faire. Mhm. J'ai super peur du temps qui passe et du fait de pas faire assez. Mhm. J'ai un problème avec mon anniversaire, par exemple. C'est toujours une date qui m'angoisse. Le Ok. fait d'avoir un an de plus qui est passé et putain, j'ai l'impression de stagner. Ok. Parce que je pense qu'il y a un truc aussi, quand t'es mal, tu stagnes. Mais en même temps, tout le malheur, c'est un super carburant pour écrire, pour créer, pour dessiner, pour raconter des choses qui vont aussi parler aux d'autres gens. Parce que je pense que ça concerne les émotions, ça concerne tout le monde se reconnaît dedans. Mhm. Et en même temps, quand tu vas un peu mieux, bah ouais, du coup, t'as moins cette espèce de niaque de parler de tes émotions pures et dures. Et en fait, parler de tout va bien, c'est chiant. Ok. Moi, je me fais chier. C'est vrai, mais j'adore quand je vais bien, mais je me fais un peu chier. Ouais, je vois. Mais justement, donc t'as cette BD qui en parle très bien. Oui. Où, elle est sur Instagram. Où justement tu dis que tu t'es perdu depuis que t'arrives depuis que t'es bien, etc., que t'es bien entouré, que tu vis de ton art, etc., et que t'arrives plus à trouver de thème de BD presque. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, est-ce que tu penses que on peut créer que en étant malheureux? C'est un peu ce truc. Bah, justement, dans le milieu du rap, t'as beaucoup ça où on dit ouais, bon ça y est, il a percé, il a plus la dalle, tu vois, il a plus la rage. Non, mais c'est ça. Comment garder cette énergie même en ayant réussi? Parce que c'est un peu triste du coup si tout le chemin c'est pour arriver à un stade et une fois que tu arrives au stade, ah bon bah finalement. Franchement, j'ai pas la réponse, mais Ok. c'est ma grande question du moment. C'est, Ok. je suis en train de réaliser un peu les trucs qui me font kiffer. Et après, je peux toujours viser plus haut. Il y a toujours plein de trucs que je veux faire, mais je commence à prendre un peu des paliers des trucs que je rêvais. Et en fait, ouais, c'est trop cool, mais je Mhm. m'ennuie un peu. Ok. Et en vrai, j'aime bien quand c'est le chaos. Ok. Je suis vraiment un enfant du chaos. J'aime bien quand ça Un brasse, enfant du j'aime bien chaos. quand ça bouge. C'est pour ça, je pense que c'est trop cool. C'est pour ça que je parlais vachement d'avoir plusieurs activités. Ok. C'est que ça permet de créer. T'as toujours un truc à faire, t'as toujours un truc, t'es toujours en train de bouger. Et ça, là, ça me parle. Quand je suis tout le temps en déplacement, tout le temps dans le train, ça, je kiffe. Ok. Et quand je suis posée, ouais. T'es un électron libre quoi. T'as toujours besoin d'être en mouvement. Ouais, de ouf. Ok. Après, je suis hyper active aussi, je pense que ça joue Ok. tout le temps. Et du coup, ouais, tu fais beaucoup d'allers-retours justement entre Paris et Lyon, d'après ce que j'ai compris. Ouais, Paris, Lyon, Marseille aussi. Paris, Lyon, J'adore Marseille. Marseille, c'est ma Ok. ville préférée. Ouais. Ah ok. Ah ouais. Et c'est quoi justement tes... Bon, c'est peut-être une question un peu trop large, mais tes relations avec ces trois villes, pourquoi ces trois villes en particulier peut-être? Enfin, du coup, t'es né à Lyon. Je suis née à Lyon. Ok. Enfin, je suis née dans la campagne autour de Lyon et ensuite j'ai fait mon lycée à Lyon. Mhm. Et Lyon, c'est une ville, je trouve que c'est une ville mortelle, mais en fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a pas mal de place pour les artistes. Les gens se marchent pas dessus et c'est quand même une ville où les gens ont un peu de thunes. Du coup, c'est agréable. T'as de la place pour faire tes projets, c'est chouette. Mais moi, j'ai mis du temps avant de trouver vraiment des gens qui faisaient des trucs et qui se bougeaient. C'est une ville où la vie, elle est assez douce quand même. Et tu Mhm. peux très bien te laisser aller à rien foutre. Ok. Après, quand j'ai rien foutre, c'est très capitaliste ce que je dis, parce que on n'a pas besoin de rentabiliser tout le temps, mais moi j'aime trop créer et être avec des gens et qu'on fasse des trucs et qu'on se bouge le cul pour faire des trucs. Et là, c'est pour ça que je suis trop contente de bosser avec mes copines dans cette boutique, parce que Ouais, c'était bien déjà sûr. une impulsion de vas-y, il y a un lieu, on fait des trucs, on organise des événements, on bouge, on essaye de faire des trucs au moins. Mhm. Et ouais, Lyon, je trouve que c'est une ville chouette pour ça. Et Paris, bah évidemment, Paris, ça brasse, quoi. Mais en même temps, après, c'est l'impression que j'en ai de provinciale. Ouais. Le milieu de l'art est très, très saturé et tout le monde est très doué. Du coup, c'est plus compliqué de se Bah faire ouais, une c'est place. sûr que quand t'as plus de gens, bah proportionnellement. Ouais, il y a plus de gens, il y a beaucoup de gens vraiment doués, quoi. Enfin, c'est incroyable. Ok, donc avec du recul, t'es contente d'avoir vécu à Lyon, quoi. Ouais, je kiffe. Ouais, je kiffe. Non, Lyon, c'est une ville chouette. Mhm. Pas ma ville préférée, mais c'est une ville cool. Ok, et du coup, Marseille, ta ville préférée? Marseille, c'est trop bien. Bah, déjà, c'est une ville où il y a la mer. Ouais, c'est un gros plus. C'est un gros plus. Et je trouve que c'est une ville où il y a une espèce d'énergie créatrice très très forte. Mhm. Il y a plein de trucs qui sont à moitié légaux, mais tout le monde s'en fout, c'est pas grave, ça brasse. Ça, j'adore. Moi, j'aime bien quand c'est le bordel. Ok. Ouais, t'es un enfant du chaos, tu l'as dit. Ouais, voilà. Ok. Je comprends. Mais donc du coup, pour revenir sur le tatouage, donc t'as commencé à quel âge à tatouer déjà? Du coup, avec de manière pro ou de manière De pas manière pro?
De manière c'est bon, on pro, a compris c'était. du coup, les premiers essais. On recommande pas du tout hein, Non, ouais. les seringues, non, la même seringue pour Non, 3 personnes, c'est ouais, vraiment. pour 3 personnes. Non, 3 personnes, je suis gentille. C'est un truc qui se Non, pratique faut pas dans faire des ça, conditions d'hygiène quand même. Ouais, des bonnes Et conditions donc, du coup, d'hygiène, de du bon manière pro, ça fait matos. combien de temps 2 ans. Ok, 2 ans. Donc c'est assez Ouais. récent quand même. C'est assez récent, ouais. Ok. Mais je kiffe. Et tu kiffes. Et justement, je voulais revenir sur le côté social du truc. Est-ce que quand justement tu tatoues quelqu'un, t'as un peu genre ce rôle. Enfin, moi, j'ai jamais vu quelqu'un tatouer, je me suis jamais fait tatouer non plus. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc genre très discussion, très limite thérapeute, quoi. Genre Ouais. presque, non? Bah en vrai, moi j'ai voulu faire du tatouage aussi parce que je suis pas mal tatouée quand même. Oui, ça se Et voit. les premiers, je suis allée dans des salons, les gros salons super chers, pignon sur rue là. Mhm. Et je trouvais que les cadres étaient. Je passais pas des bons moments. C'était froid? C'était super froid, super aseptisé. Les tatoueurs, ils parlaient pas. Ou alors, quand ils parlaient, c'était pour dire des trucs débiles. Ils me parlaient de leurs grands exploits de tatoueurs, mais honnêtement, j'en avais rien à foutre. Mhm. Alors que, je sais pas, je m'attendais trop à être un peu bien accueillie, au moins qu'on me rassure et que je me sentirais en sécurité. Je suis en train de te lâcher 800 balles. Je te donne ma peau. Tu peux au moins me parler et me considérer, quoi. Je suis pas un animal. Enfin non, justement, les animaux sont des fois mieux traités. Plus tous les cas d'agression qu'il y a, en plus, on en parle pas mal, mais il y a pas mal de tatoueurs qui usent un peu de leur tatoueurs mecs, qui usent un peu de leurs privilèges pour essayer de pécho des nanas ou se comporter un peu mal. D'accord. Moi, ça m'est arrivé justement, je trouvais que c'était hyper Déplacé. mauvaise expérience. Oui, oui. Et je paye 250 balles, quoi. Je suis Oui, pas en plus. censée vivre ça. Et je voulais faire du tatou aussi pour créer justement un espace un peu plus safe déjà, et un espace beaucoup plus un vrai lieu de partage. Moi, j'adore savoir qui porte mes dessins. J'adore rencontrer les personnes. Ok. De toute façon, j'adore me faire des copains, donc pour moi, c'est le truc parfait. Ok. Et ouais, la luxe dans laquelle je tatoue, c'est un petit truc un peu cosy. On peut boire un thé, on peut manger des bonbons, on peut discuter, on peut écouter la musique qu'on veut. Si tu veux écouter ta propre musique, tu peux. Si tu veux qu'on discute pendant 3 heures, on peut. Ok. Après, ça a apporté quelques dérives aussi. J'ai eu quelques séances qui ne sont pas très bien passées avec des gens qui étaient justement qui me prenaient trop pour leur psy. Ok. Qui se mettaient à pleurer, à me raconter toute leur vie de A à Z, et de gros problèmes et de trucs suicidaires. Et là, je peux rien faire du tout. Oui, c'est. Tu peux écouter, mais t'es pas psychologue, quoi. Ouais, non, pas du tout. Donc Ok. là, non, il faut aller voir des pros. Ok, donc tu mets quand même. T'arrives à mettre une ligne à ne pas franchir, ou justement c'est compliqué? Maintenant, ouais. Ok. Mais au début, il y avait aucune limite, je pense. Ok. Après, je pense que c'est aussi le fait de parler vachement d'émotions sur Instagram et de santé mentale et Oui. tout. Les gens ont tendance à beaucoup se livrer. Et des fois, un peu trop. Ok. Mais je pense que là, je vais trouver Mais au il bout faut d'un un moment espèce la de limite. transfert, quoi. Ouais, Ok. ouais. Ok. Et du coup, ce côté-là, quand même, justement, très proche avec tes clients, entre guillemets, même si je sais pas si c'est le bon mot, mais est-ce que ça te plaît vraiment, quoi? Ouais, en vrai, non, je kiffe. Ok. Je kiffe. Ça change d'être tout seul derrière son bureau Ouais. de BD. Exactement. Oh non, Ok. Et puis, il y a vraiment des gens, je rencontre des gens trop cool. Oui, et puis en plus, souvent les tatouages ils ont des significations particulières, donc aussi t'es un peu dans les secrets des gens, quoi. Ouais, Ok. ouais. Pas mal de gens qui viennent me demander souvent des projets en rapport avec des périodes compliquées de leur vie, qui me disent, ok, je sors de dépression, j'ai besoin d'un truc qui symbolise ça, est-ce que tu peux me dessiner ce truc-là? Et ça, c'est cool. Et ce que j'ai ressenti aussi beaucoup en lisant tes BD, c'est que il y a toujours un... Enfin, tu parles beaucoup de toi dans tes BD, ça ressort beaucoup, mais il y a aussi toujours un côté engagé et parfois même carrément éducatif. Genre, il y a une BD typiquement sur Instagram où tu rappelles ce que c'est le vote législatif. Des choses comme ça. Est-ce que, à quel point c'est important pour toi justement de faire des BD qui sont engagés et quel rôle tu te donnes, enfin pas tu te donnes, mais quel rôle tu te vois avec tes BD en fait? Bah, je pense Instagram, c'est un super moyen de militer. Parce que c'est un médium qui peut toucher plein de gens et c'est un moyen d'aller expliquer les choses, enfin, notamment la BD, c'est un moyen d'aller expliquer les choses facilement, de faire comprendre des choses aux gens, de partager des avis. Après, je pense que toutes mes BD un peu politiques, elles sont pas... elles sont très éducatives, elles sont très pédagogues. Je fais un truc sur le harcèlement de rue, j'essaye d'expliquer juste pour pouvoir faire comprendre aux gens qui n'ont pas mis le doigt dessus ce que c'est.
La première BD que j'ai fait comme ça, c'était sur le harcèlement de rue, justement. Et c'était suite à une discussion avec 2 de mes copines aux Beaux-Arts, où je leur disais, ouais, moi j'en ai marre de me faire agresser dans la rue. Elles me disaient, mais non, mais tu délires. Il faut pas confondre dragueur. Enfin, que des trucs qui m'ont fait vriller. J'étais en mode, ok, comment tu peux dire des trucs comme ça en étant une nana et en étant quand même éduquée à la politique. Je me suis dit, ok, vas-y, je vais faire un truc pour parler aux gens. En fait, il y a des gens qui comprennent pas ces problématiques-là. On va essayer de leur expliquer doucement. Après, personne n'est obligé d'adopter ces points de vue-là, mais au moins, on va les montrer, les expliquer calmement pour peut-être après pouvoir parler de choses un peu plus vénères ou plus radicales. Ok. Donc c'est important pour toi la radicalité justement dans l'art ? Ouais, quand même. Je pense que l'art, il est forcément engagé. Enfin, il est forcément engagé. Tu t'es obligé de partager. Enfin, quoi que tu fasses, il y a quand même une position qui va ressortir. Je pense que c'est nécessairement. Enfin, l'intime est politique. Je suis de cet avis-là. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Parce que la phrase est assez mystérieuse. La phrase est un peu mystérieuse, mais c'est une phrase qu'on dit beaucoup dans les milieux militants. D'accord. C'est-à-dire que ta personne est politique. Quand je dis politique, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la société. Vraiment, le fait que je sois une nana, que je sois blanche, mon vécu, il est politique, il laisse une trace. Si jamais j'étais une femme noire, ce serait encore différent. La sexualité, elle est politique. Si jamais selon ton orientation sexuelle, c'est politique, ça veut dire des trucs. Et en ça, l'intime est très politique. Et je pense que du coup, vu que, en tout cas, mon art est très intime, ça prend forcément une proportion politique à un moment ou à un autre. Ok. Et ça, c'est quelque chose que tu avais réfléchi ou c'est venu instinctivement finalement ? En vrai, c'est venu assez instinctivement. Ok. Et c'est venu progressivement, par exemple, les histoires que tu faisais quand t'étais petite, là, les 100 pages avec des meufs à poil qui tabassent des démons. Ça a l'air super cool d'ailleurs. Ouais. C'était déjà politique ou pas ? Peut-être pas forcément. Ça vient progressivement, enfin. Je sais pas, franchement, je saurais pas trop dire. En soi, si, ça voulait dire, je pense que c'est un super marqueur de la société. C'est-à-dire que j'avais 8 ans et je dessinais des meufs en barésie parce que j'ai trouvé trop stylé. Et je suis retombée sur ce dessin récemment et je les faisais avec des gros rouges à lèvres rouges et tout. J'essayais des prostituées. Mais pour moi, je trouvais qu'elles avaient trop la classe. Okay. Et je me souviens que Et du coup, je rêvais d'avoir des barésies. Je trouvais ça trop stylé, mais j'avais 8 ans, on le rappelle. Oui, et ma tante m'avait emmené faire les magasins pour ma rentrée de CM1, je m'en souviens très bien. Et on avait trouvé des barésies pour enfants. Va savoir dans quel magasin c'était, je sais pas. Et moi, j'étais trop contente, j'avais ça, je trouvais ça trop stylé. Je les mets pour la rentrée. Et ma mère me dit, mais ça partait pas d'une mauvaise intention. Mais elle me dit, ok, tu peux pas mettre ça. Je te demande pourquoi, je trouve ça trop stylé. Mais non, parce que ça va exciter les garçons. Moi, je comprenais pas. Je te demande, mais les gars, enfin, ça change quoi ? Moi, je trouve ça juste trop stylé. Ça a pas de sens quand t'as 8 ans. C'est ça. Je comprends même pas ces genres de notions, je pense. Non, ça a pas de notion. J'ai mis des années avant de comprendre que ce que ça voulait vraiment dire. Et pour moi, ça restait juste un truc stylé. Et ouais, en soi, je trouve que c'est politique. Du coup, c'est politique, c'est pas engagé. Mais ça en dit long sur. Oui, bien sûr. Ça dit un truc vraiment sur la société, le fait de dessiner des meufs à poil à 8 ans, mais elles avaient des gros seins. En plus, elles étaient super sexualisées, mais je savais même pas ce que c'était le sexe. Ah oui. Ça me fait grave penser justement aux BD des années 70, genre Métal Hurlant, tout ça. Oui. Tu lisais un peu ça ? Pas du tout. Non, moi, je lisais des mangas. Ok, oui, t'étais team manga ? Ah ouais, à fond. Et du coup, qu'est-ce que tu lisais à 8 ans comme manga ? C'est tout. J'étais fan de Fullmetal Alchemist. Ok, ouais. Je pense que c'est aujourd'hui dans mon top 3 encore. Oui, bah c'est. Tu kiffes ? Un classique, ouais. Ouais, putain. Après, moi, en fait, j'avais pas la chaîne qui le diffusait, je crois. Ouais, il y avait il y avait pas mal de trucs. Il y avait MTV à l'époque. Ouais, mais j'avais pas ces chaînes-là. En fait, c'était genre chez mes grands-parents que je pouvais regarder ça, je crois. Et c'est les seuls qui te laissaient regarder ou Non, mais je sais pas, même pas. Mais en tout cas, genre, j'étais plus sur Game One quand j'étais chez moi, tu vois, genre One Piece, South Park et tout. Ouais. Et du coup, non, j'ai jamais regardé le dessin animé. Il faudrait que je le regarde de ouf. Mais j'ai lu les premiers tomes, mais ça a l'air vraiment cool. C'est très très bien. Ouais, moi j'avais la chaîne Manga. Ah et oui, c'était tu vois cette chaîne ou pas ? Comment ça s'appelait, juste Manga ? Ça s'appelait Manga et c'était une chaîne. C'était au début des années 2000. Du coup, en vrai, les gens, ils y connaissaient rien aux animés. Du coup, ça passait des vieux animés et il y avait, je pense, aucune notion
légal sur ce qui passait. Je pense qu'il devait se dire, après c'est mon interprétation, hein. Je pense qu'il devait se dire que c'était pour les gosses. Du coup, on s'en foutait, c'était tout passait. Et j'ai le souvenir d'être tombée sur des trucs ultra violents à 16h à l'heure du goûter. Ouais. Okay. Il y avait rien, il n'y avait pas de moins de 10 ans, il n'y avait rien. C'était des dessins animés, ils passaient tout n'importe quoi, ils s'en foutaient. Et je pense que ça m'a bien... Ken le survivant. Ouais, ça, il y avait un que j'adorais qui s'appelait Wolfrain, c'est un truc hyper obscur, mais c'était super violent. Évangélion, dont je suis toujours super fan. Mais c'était violent, ça passait à l'heure du goûter, quoi. Il y avait rien, pas de mendice, rien du tout. Ouais, il y avait un flou là-dessus. Ouais. Un gros flou. Je pense que ça te marque aussi. Oui, et puis des scènes de Nicky Larson et tout, il y a des trucs un peu osés quand même. Ouais, mais justement, je crois que Nicky Larson et Ken le survivant, les versions françaises avaient. En fait, si tu le regardes en VF, Ken le survivant, c'est pas du tout le même manga qu'en version originale, genre. C'est parce que du Corée ou c'est. Toutes les voix françaises tournent le truc au ridicule justement parce que c'était trop violent. Okay. Et que du coup, si tu le prenais au sérieux, c'était vraiment hard. Et du coup, c'est un manga qui paraît drôle quand tu le regardes en français, alors que dans la VO, c'est pas du tout drôle, quoi. C'est vraiment un guerrier, machin. Bah ouais, c'est violent. Moi, je me sens que c'était violent. Avec le truc où il touche le point vital et le gars explose. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Et j'avais les magazines Animeland. Ça, c'est des trucs, je sais pas, à l'époque, il y avait des magazines, maintenant, je pense que ça se fait moins. Ouais, bah, c'était des magazines de manga, il y avait toujours des petites catégories un peu hentai. Ok. Et à l'époque, j'y connaissais rien, mais je trouvais ça un peu. Je sais pas pourquoi je parle de mais je trouvais ça. Je me sens que ça me marquait. Du coup, j'avais accès à ces trucs-là. Du coup, il y avait des meufs en Port-Jartel et tout. Je trouvais ça. Ça m'émoustillait un peu. Ok. En vrai, c'était des rêves. Enfin, je pense que c'est des trucs qui m'ont hyper marqué quand j'étais petite et qui se retrouvent encore de ouf dans mon travail aujourd'hui. Bah oui, ce que j'allais dire justement, c'est que par exemple récemment, vous avez fait le truc Bad Bitches from Neptune. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça trop drôle. Ouais, voilà. Avec les gros décors en mode justement très métal hurlant finalement. C'est ça, exactement. Ça pour le coup, c'est à fond. Et du coup, donc tu te reconnais. Donc t'as cette passion pour la BD, elle vient aussi peut-être d'un amour pour la. Enfin, je extrapole, mais d'un amour pour la pop culture et le manga et tout ce qui en découle aussi du coup. Ouais, de ouf. Okay. Et surtout la BD, je trouve que c'est un enfin, tout ce qui est art narratif, c'est vraiment un moyen de rendre l'art accessible. L'illustration et tout, c'est en fait, tu expliques ce qu'on te montre à l'image. Et ça, c'est trop important. J'adore l'art contemporain, mais l'art contemporain, c'est quand même c'est moins accessible. C'est beaucoup moins accessible. C'est un art qui est super élitiste. Ou alors, il faut qu'il y ait une super médiation, qu'il y ait des bons cartels explicatifs pour qu'on puisse comprendre ce que tu vois. Sinon, c'est très flou. Et ce que j'adore avec la BD, c'est que c'est des trucs ça coûte pas très cher à imprimer. Après, ça coûte plutôt cher à acheter quand même, mais tu peux les trouver en bibli, tu peux les faire passer, ça se monte sur Instagram, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde est capable de le comprendre en tout cas. Enfin, tout le monde. C'est accessible. Je pense que c'est super. Enfin, pour moi, c'est super important de faire de l'art qui soit accessible. Ok, donc ça fait partie vraiment de de ma valeur principale, ouais. Okay. Et j'aimerais bien, j'espère pouvoir contenir toute ma vie à faire un truc. Je veux jamais sombrer dans le truc trop élitiste, même si j'adore, je suis très friande de ça aussi. Ouais, ok. Mais j'espère jamais tomber là-dedans et toujours avoir un rapport très social en fait, pouvoir parler à tout le monde. Justement, on va reparler donc de la BD que tu as sortie, donc l'Utopie des contraires. Ça a été quoi le processus, on va dire, de la première case jusqu'à la BD disponible dans le commerce, on va dire? Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus pour que justement, si quelqu'un veut faire une BD, sache un peu comment ça se passe réellement, quoi? Ah, pour le processus vraiment, parce que le processus il est un peu dark. En vrai, moi j'ai commencé parce que c'était un moment où j'étais au plus mal dans ma vie. Je sortais de l'hôpital, j'étais vraiment au plus bas. Je me suis dit, vas-y, quitte à mourir, autant que tu fasses une BD avant. Enfin, tu veux pas te tuer maintenant, ma puce, quoi. C'est nul. Ok. Non, c'est dark, je suis désolée. Non, pas du tout. Mais le principe de cette émission, c'est l'honnêteté. Donc, il faut. On n'en voudra jamais à personne de dire son ressenti. Ok, trop bien. Il n'y a pas de problème. Mais ouais, ça partait vraiment d'un moment où je voulais vraiment finir avec la vie, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, vas-y, fais une BD avant. Du coup, c'est parti de ça. Et ça a été hyper cathartique. Plus j'avançais et plus j'allais mieux. Je pense que je me suis beaucoup soignée avec cette BD aussi. C'était un vrai retour sur ma vie, sur comment j'avais évolué,
tu la liras, et pour ceux qui l'ont lu, il y a beaucoup de gens qui me disent qu'elle est super trash, parce que je parle je parle d'addiction, je parle de trucs quand même assez vénères. En fait, elle est très édulcorée par rapport à ma vraie vie encore. Ok. Mais c'était vraiment un truc très cathartique, un vrai moyen de lâcher un peu mes émotions. Et du coup, à ce moment-là, j'étais trop mal pour penser à une maison d'édition. Après, j'avais déjà approché des maisons d'édition, je savais comment ça se passait. Du coup, tu montes, pour être publié en BD, tu dois monter un projet d'édition que tu vas envoyer aux maisons. Tu vas faire quelques planches, tu vas expliquer ton projet, tout ça. Et eux vont te donner potentiellement, si j'accepte mon projet, ils vont te donner un contrat. Quand t'es jeune auteur, autrice, tu vas toucher un assez petit pourcentage. Je sais que tu peux monter après quand t'as un peu plus de succès. Et on va te faire une avance sur... j'ai pas envie de dire de bêtises, mais on va te faire une avance du coup sur... on va te dire, vas-y, tu as 6 mois pour le faire, on va te donner une somme d'argent pour la faire, et l'argent que tu vas toucher sur le pourcentage va servir à rembourser l'avance. Du coup, avant de toucher l'argent des droits d'auteur, faut y aller un peu... faut avoir bien vendu. Et je me suis dit aussi, vas-y, je veux pas passer par là. Je voulais pas non plus qu'il y ait quelqu'un qui ait un droit de regard, vu que c'était autobiographique, je vais y arriver. Ah oui, tu voulais être complètement maîtresse de ton œuvre, quoi. Je voulais pas quelqu'un qui ait un droit de regard dessus. Surtout, les maisons d'édition, c'est quand même... Moi, je crois que ça commence à changer, mais ça reste assez masculin quand même. En tout cas, tous les gens que j'avais approchés, c'est des mecs qui étaient aux commandes. Et je voulais pas qu'il y ait un mec qui ait un droit de regard sur ma vie. Et qui me dise, vas-y, ça va pas, on enlève ça. Je voulais pouvoir tout faire de A à Z. Même si, quand j'ai commencé, j'étais hyper loin de me douter du travail que c'était. En fait, oui, les maisons d'édition, je comprends pourquoi ils prennent un gros pourcentage. C'est un sacré boulot, en fait. Et je pense que j'ai mis 1 an à écrire la BD, à faire les dessins et tout. C'est déjà un sacré taf. Dans le club libertin. Ouais, exactement. Toujours. Exactement. Ok. J'ai mis un sacré bout de temps. Et en fait, après, il y avait tout. Donc, j'ai fait un crowdfunding pour financer l'édition. Encore et toujours, hein. Ça marche super bien. Ça marche trop bien. Ouais. Je suis trop contente, ça a vraiment cartonné. Et ensuite, il y a eu tout le... C'était quoi le budget que tu visais ? J'avais demandé 6 000. Et t'as eu ? 21 000. Magnifique. C'est ouf, On a que des exemples comme ça. Ouais. Franchement, ça c'est un truc qui revient souvent. Les crowdfunding, allez-y à fond. Ouais. Allez-y à fond, bien préparé du coup. Bien préparé, t'avais déjà un vrai produit fini, on va dire. Ouais. Enfin, une vraie œuvre finie. Ma grosse bêtise, c'était que quand je l'ai fait, le crowdfunding, j'étais genre à 90% de la BD. Ok. Mais t'avais déjà une communauté à ce moment-là ? Ouais. Ok. Ouais. Donc t'avais déjà tes petites BD sur les... Après, j'ai quasi rien teasé sur Instagram. J'ai juste dit, vas-y, je sors une BD. J'ai fait un trailer animé. Ok, quand même. J'ai invité des copains à moi qui faisaient de la musique, qui s'appelle Encoded Data, qui m'ont fait la musique, et j'ai fait un petit clip dessus pour présenter le projet. Et c'est quasi tout. Je voulais pas faire des extraits sur les réseaux pour pas que les gens se spoilent. Et non, ça a très bien marché. Mais la grosse bêtise que j'ai fait, c'est que je me suis dit, vas-y, je suis à 90% de la BD, ça va sortir dans 2 mois, tu vois, le temps de finir et tout. Mais pas du tout. Je pense que j'ai mis... teaser les gens en disant que ça va sortir très vite. Ouais, voilà. Je me suis dit, vas-y, je suis presque finie. Il reste 10 mois, c'est large. Je crois que le crowdfunding, il était fait en avril, et j'avais dit, ouais, je vous l'envoie en mai, quoi. Mais ça, c'était une méga bêtise, parce qu'il y avait tout le boulot d'édition, donc de correction, de mise en page, de relecture, d'impression. Et en fait, c'était un truc de fou. Du coup, c'est mon mec Salem qui m'a aidé à faire toute la mise en page, qui a passé des nuits blanches parce que j'avais zappé aussi qu'un livre, c'est comme ça. Et qu'en fait, t'as pas la même marge. Au milieu, du coup, vu que tu l'ouvres, t'as une marge différente. Oui. C'était que des trucs comme ça, les fautes d'orthographe. Il y a eu deux correcteurs. Le truc, il a été relu, je sais pas combien de fois. Il y avait toujours des fautes, même des fois des petits trucs, un accent, un mot qui allait pas, une faute de syntaxe, une virgule, des virgules, des merdes. Enfin, il y avait plein de problèmes. J'ai fait une première impression. Je reçois les cartons de livres. La palette pesait 560 kilos de bouquins. C'était énorme. T'en as imprimé combien ? 1000. Une première fois. 500 kilos ? 500 kilos, ouais, ça pesait. On était en pente. Et le BD, elle fait 300 pages après. Et une BD, elle pèse combien ? 500 grammes, je crois. C'est pas logique. Écoute, je sais pas du tout. Mais le colis était très lourd, je me souviens de ce chiffre parce que ça m'a marqué. Mais 500, mais comment t'as entreposé ça chez toi ?
Dans la boutique. Ah ok, dans la fameuse boutique Voilà. de Verifree. Mais du coup, Verifrip est sur un petit truc qui est en pente. Et le mec sort la palette, donc énorme, et le truc s'explose dans toute la rue et d'accord. tombe dans la flotte. Oh non. Du coup, mon premier rapport au bouquin, c'était ça, c'était le bouquin étalé partout dans la pluie. Putain de Et merde. j'ouvre le truc et je vois qu'en fait, c'est pas imprimé en noir, c'est imprimé en espèce de rouge bleu dégueulasse. Donc là, il faut réimprimer le truc, refaire une demande pour qu'il rembourse le truc, pour machin. Donc là, ça met 2 mois en plus. Ça a été une erreur de l'imprimerie. De leur part, ouais. Ok. Mais c'est que des trucs que j'avais pas pris en compte, en fait. Pour ça et ensuite, les envois. Du coup, t'en as fait quoi des 1000 BD tu t'as tout renvoyé? Non, ils sont encore là. En vrai, ça se voit pas beaucoup et moi je le vois. Enfin, c'est Ok. des petits trucs, mais Ouais. il y en a qui sont un peu gondolés, je les ai donnés. Ok. Mais c'est tout ce travail-là que j'avais grave sous-estimé. C'est pour ça que les maisons d'édition, c'est quand même bien. Tu touches moins d'argent, mais c'est quand même cool. Et surtout, ils font la diffusion à ta place. Oui, oui. Et ça, c'est. Parce que là, c'est moi qui vais la poser en librairie. Après, les librairies la prennent, c'est pas tant le problème, mais les envois. Faire les envois, je pensais pas que c'était aussi chiant. Il y a toujours des problèmes avec la poste. Des fois, moi, je fais des fautes quand j'écris les trucs. Il y a des gens qui font des fautes sans faire exprès. Ils m'envoient l'adresse sur Instagram. Il y a une faute. Il y en a qui commandent avec ses pseudos. Il y en a qui déménagent. Tout le temps des problèmes. C'est un taf de ouf. Entre le ratio problème-liberté, tu recommandes quand même d'être en auto-édition ou pas? Franchement, je sais pas. Ça convient peut-être pas à tout le monde. Peut-être Ouais. chacun a son truc. Faut avoir une petite équipe, je pense. Ok. Après, maintenant, il y a pas mal de nouvelles maisons d'édition qui fonctionnent sur le mode du crowdfunding, genre exemplaire édition. Peut-être qu'il y en a aussi qui font juste la diffusion, par exemple. Et qui... Non. Ouais, exemplaire fonctionne un peu sur ce Ok. réseau-là. Ils vont te laisser le choix de faire appel à. Donc, qu'il y a des gens de leur équipe, de faire appel à quelqu'un qui va faire la mise en page ou le graphisme, et ils vont Et ils charger font la des envois, distribution. tout ça. Voilà. Ouais, ça peut être un bon compromis aussi, parce que du coup, tu touches à un pourcentage bien plus élevé, quoi. C'est ça. Mais là, la prochaine, je veux une grosse maison d'édition. Ah, ok. Ouais. Ok, tu t'es rangé. Ouais, je me suis rangée. Mais je suis très contente, par contre, de l'avoir fait comme ça. Ok. C'est vraiment c'est mon bébé, quoi. Il est hyper imparfait, du coup, mais c'est pas grave. Je Ok. le kiffe. Et je Trop pense bien. que ça a apporté un truc que j'aurais jamais pu avoir en vraie maison, où j'étais super libre, et ça fait une espèce d'objet très hybride entre tu feuilletteras, mais il y a plein de styles graphiques. Tout le début où je parle de l'enfance, c'est très style Tom Tom et Nana, Ok, d'accord. avec des dessins super naïfs. Ensuite, ça part sur des trucs très réalistes. Enfin, je me suis éclatée, j'ai pu faire ce que je voulais. Excellent. Et du coup, donc la BD, c'est très bien vendu, d'après ce que j'ai compris. Ouais, elle a bien marché, franchement, ouais, elle a bien marché. Et du coup, c'est maintenant aussi où t'as la négociation avec les maisons d'édition est plus facile aussi, peut-être. Peut-être, j'ai pas encore retesté, là T'as je suis en pas train de encore testé. préparer un dossier. Ok. Trop bien. Mais on va voir, j'espère que ce sera plus facile, ouais. Ok. Ah bah, je pense que oui, ça le fera beaucoup plus facilement aussi. Ouais. Donc ok, donc un truc vraiment. Et du coup, en tout, ça a mis combien de temps de la première case que t'as commencé à dessiner jusqu'à la BD dans tes mains, ça a mis combien de temps? 1 an et demi, je dirais. Ok. Donc ça a pas été si long non plus finalement. Ça va, mais c'est Si, quand même toi, 1 an et demi. t'as trouvé ça très long? C'est long 1 an et demi, Ok. non? Oui, si. Mais c'est vrai que je suis un peu déphasé parce que le premier invité en YouTube, là, il s'appelle Tikok. Et lui, Oui, il a ouais, j'ai mis écouté. 4 ans à faire. Après, c'est à du jeu de faire rôle son qu'il a jeu de fait rôle. là. Ouais, voilà, C'est c'est pas ça. la même, t'écris tout un univers et Ouais, tout. ouais, bien Ouais, sûr. c'est pas- Non, c'est vrai que du coup, j'ai pas d'échelle de temps pour la BD non plus. Ok, donc 1 an et demi. C'est bon à savoir aussi de voir à peu près quel temps ça peut mettre. Ouais. Après, je faisais d'autres trucs à côté, du coup, Oui. donc ça a joué, Ok. je pense. Et en maison d'édition, ça aurait été plus rapide? Ils te financent pour un certain temps. Ok. Je pense que t'es obligé de faire ça dans le temps imparti. Par contre, tu dors plus, quoi. Ouais, Mais, c'est sûr. Moi, j'aime Ok. bien faire la fête aussi. Donc, Ok. il faut que je réserve mon temps. Donc la fête, le tatouage, les fripes. Ouais, c'est ça, c'est Ça ça. fait beaucoup de choses. Ouais, ça fait beaucoup de trucs, mais j'aime bien. C'est bien quand Tu dors pas beaucoup? Non, mais j'aime bien. Ok, tout le temps sous tension. Ouais, je kiffe. Enfin, pour moi, la motivation, elle passe par ça, quoi. Ok. C'est plus ça brasse, plus je sens qu'il y a de trucs, plus je suis motivée. Ok. Et c'est pour ça, dès que la vie elle est un peu plus calme, mais des fois un peu plus reposante aussi, je me fais chier et j'ai plus de motivation. Ok. Du coup, toi, la retraite à 65 ans, ça te dérange pas? Ouais. Non, après. Non, je rigole. Ah, mais évidemment. après, j'espère juste que je pourrais faire plein de trucs, quoi. Et puis en plus, la retraite, c'est pas forcément l'arrêt de l'activité.
Non, et puis je pense que j'aurais pas le droit à la retraite de toute façon. Oui. Enfin, je pense que toute notre génération, on n'y aura pas le droit. Mais... Oui, peut-être. Mais du coup, donc, t'as quel statut d'ailleurs justement en tant que travailleuse entre guillemets? T'es Là, salariée ou t'es en Non, là, je suis auto-entrepreneur? auto-entrepreneuse. Ok. Je sais pas si c'est le mieux par rapport à ce que je fais, mais Ok. Et t'as un seul statut qui va pour le tatouage, pour la BD, pour tout? ouais. Ok. Je sais pas si c'est le mieux, mais c'est super compliqué, je trouve, quand tu fais de l'art, Ouais. d'aller vraiment trouver les bonnes informations, les bons trucs, les bonnes aides. C'est un méga flou. Et en Ok. fait, personne sait trop. À l'époque, quand j'étais aux Beaux-Arts, j'allais demander à mes profs, parce que je commençais un petit peu à bosser. Après, c'était pas grand-chose, mais j'allais demander des infos en mode comment on fait, l'URSSAF, ça marche comment, avec quel statut il faut et tout. Et les profs, ils avaient pas, et c'était du père. Ça craint. Ouais, parce que le côté administratif, c'est peut-être le plus compliqué finalement. C'est hyper compliqué. Et c'est ce truc, je trouve qu'on te met pas assez sur le terrain, quoi. Être artiste, c'est pas juste savoir créer, c'est. En fait, tu passes plus de temps à faire ta com, à faire de la paperasse, à faire de la compta qu'à vraiment créer. Et donc tu disais que la passion justement c'est ce qui te motive au quotidien. Mais en fait, d'après ce que j'ai compris, c'était vraiment, t'as même pas eu de choix en fait. C'était inné de dire ouais, bon, je dois faire du dessin quoi. Ouais, j'avais pas de plan B. Ok. Et j'ai toujours pas de plan B de toute T'as façon. toujours pas de plan B? Et je pense, après c'est peut-être, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais de mon point de vue, je pense que pour réussir à faire de l'art, faut pas avoir de plan B. Faut pas avoir de plan B. Sinon Ok. ça marche pas. Sinon tu C'est-à-dire vas forcément te mettre sur la solution de repli parce que c'est galère. Ok. C'est dur, franchement t'en chies. Que ce soit pour trouver les projets, pour trouver l'inspi, pour bosser. J'ai l'impression des fois de me battre contre des espèces de grandes vagues. Si jamais t'as un plan B, c'est sûr que tu vas aller là-bas parce que c'est plus facile. Ok. Donc pour toi, il faut vraiment y aller en mode sans parachute. Ouais, vraiment. Ok, c'est super intéressant ça. Et est-ce qu'il y a des moments où tu bah en plus du coup t'as ta maladie qui doit jouer, mais est-ce que justement dans les moments où t'es dans le bas, tu m'as dit que tu parlais beaucoup à ton entourage, etc. Mais est-ce que t'as d'autres astuces justement, parce que même sans être bipolaire, bah il y a toujours des moments de bas dans la vie de tout le monde. Et justement dans l'art, comme tu dis que c'est très compliqué, bah il y a des moments où tu dois dire bon, j'y crois plus, c'est trop dur machin. Comment tu surmontes ces moments-là et tu reprends la vague quoi? Franchement, j'ai pas trop de solutions, mais en vrai, c'est bouger justement, ou alors switcher un peu d'activité et retrouver un peu de la motive. Dans le tatouage, ce qui est trop cool, c'est que je peux bouger du coup dans d'autres villes. Ok. Je peux tatouer aussi avec d'autres gens, et ça, c'est toujours un truc qui me rebooste à donf. Ok. Allez, vas-y, je vais voir comment d'autres gens ils travaillent. Ok, ils font ça, je bouge, je vais là. Pourquoi spécialement du coup dans le tatouage, c'est très malléable au niveau des salons et il y a... Ouais, c'est ce principe de guest. Ok. Maintenant, du coup, t'es pas tatoué, donc tu vois pas, Non. mais t'as ce principe de guest où tu peux aller tatouer du coup dans une autre ville pendant une semaine et t'es dans un Ok. autre salon. Et ça, Ok. c'est cool. Enfin, pour pouvoir juste bouger, c'est trop bien. Ok. Donc du coup, ouais, tu t'es fait des connexions dans pas mal de villes comme ça? Ouais, un peu. Puis ouais, après, je kiffe bouger. Je pense qu'il y a aussi plein de tatoueurs qui détestent ça, justement. Ah oui? Il y en a plein qui sont plus casaniers. Ouais, ok. Moi, je me sens bien quand ça brasse, quoi. Ok, ouais, je comprends. Mais du coup, tu parlais du milieu du tatouage tout à l'heure qui est assez... Enfin, que toi, tu as vu des bonnes expériences, des choses comme ça. Est-ce que c'est un milieu que tu recommandes justement ou finalement, maintenant que tu es interne au truc, quelle est ta vision de ce milieu-là? Ah non, je recommande de fou. Bah justement, il y a de plus en plus, je pense, D'ailleurs, tous les gens qui je travaille, c'est que des tatoueurs de ce type-là. Des tatoueurs qui sont, en général, qui sont un peu plus autodidactes, Ok. qui créent des espaces un peu plus safe, un peu plus à la cool, un peu moins... en fait, un peu plus jeune, quoi. Parce qu'il y a un peu le milieu... Les tatoueurs de la jeune au daron, ils ont un peu plus ce truc vieux jeu. Il faut passer par... il faut avoir une technique parfaite, il faut avoir fait un apprentissage, il faut faire tel style de dessin maintenant, machin. Et maintenant, je pense qu'il y a plein de nouveaux tatoueurs qui ont des styles un peu plus chelous, qui réinventent un peu tous les codes du tatouage et qui vont justement jouer avec ce médium-là pour redynamiser la pratique et pour pour créer des espaces nouveaux. C'est fou parce que
extérieur au monde du tatouage, t'as des gens qui disent ouais le tatouage c'est moche, enfin c'est pas bon, enfin entre guillemets tu vois un peu le côté conservateur, mais même dans le monde du tatouage t'as des conservateurs du tatouage quoi. Ah il y a des méga vieux cons. Hein. Ça c'est fou. Ouais je trouve. Ça c'est fou. C'est fou parce que bah oui c'est un milieu qu'on pourrait croire justement un peu, on va dire surtout les gars qui ont l'âge de nos darons, c'était vraiment rebelle à l'époque, c'était les camionneurs ou les... Exactement. Mais maintenant, ils sont plus rebelles du tout. C'est des vieux cons. Ok. Je suis très radicale là-dessus, mais... Peut-être qu'il y en a 2 ou 3 sympas quand même, non? Ouais, je sais pas. Non, je sais pas. T'aimes Ok. pas les tatouages? Si, moi j'aime bien. Ouais. Si, mais j'en ai Tu pas pas pour l'instant. tatoué, tu pas un petit tatouage là. Non, t'inquiète, pas pour l'instant. Là, je suis encore chez mes darons, donc eux, ils aiment pas pour le Ils coup. aiment pas? Non. L'union non plus, ils aiment pas. Ah, et du coup, bah tiens, question intéressante. Comment ta famille justement a vécu tout ce processus que t'as suivi de l'art au tatouage en passant par... Est-ce qu'ils t'ont encouragé? Ouais, en vrai, ils sont dans le monde de la culture aussi. Ok. J'ai une mère archéologue Mhm. et mon père, il bosse dans le milieu de la techno. D'accord. Ah oui, Du d'accord. coup, c'est une famille assez dysfonctionnelle aussi, forcément. Mhm. Et qui ont galéré quand même. Enfin, c'était pas la culture UP, c'était quand j'étais petite, ils étaient assez précaires quand même. Mhm. Et ils ont monté un peu plus après. Et du coup, ils m'ont toujours hyper encouragée à faire de l'art. Ils m'ont toujours acheté des livres quand j'avais besoin de livres. Ils m'ont acheté du matos. Ça, c'était trop cool. Par contre, le tatouage, je les aime pas. Ok. Mais je pense qu'il y a un truc un peu rebelle. Quand je me tatouais le visage, c'était un peu et tac. T'en as un sur le visage? J'en ai 2. Ah, t'en as 2, j'ai vu C'est le des petit. petits trucs, mais Ouais, un c'est- peu ce truc rebelle, ouais. Ok. Et ouais, du coup, ça ils aiment pas trop, quoi. Ils aiment pas, mais bon, ils peuvent rien dire. Et puis Ouais, ils ouais. sont contents. Enfin, je pense qu'ils sont contents là que je me sois un peu trouvée. Ouais, s'ils te voient épanoui, j'imagine qu'ils sont heureux, quoi. Ouais, non, et puis vraiment, ils ont été super cool avec ça. Ok. Je peux rien dire du tout. J'ai eu Ok. vraiment de chance. J'ai eu la chance. Ok, ouais, parce que justement, dans l'art, on peut entendre beaucoup de parents qui vont dire ah, mais justement, et une solution de côté, une solution B, ou alors carrément qui disent non, tu feras pas ça, c'est un artiste, c'est chômage, quoi, tu vois. Ouais, non, ils ont été au top. Après, je pense qu'ils ont aussi vu que c'était le seul truc qui m'épanouissait. Ok. Et que de toute façon, je sais pas ce que j'aurais foutu d'autre, quoi. Enfin, Ouais, c'était une évidence, quoi. c'était une évidence, même en cours. Je dessinais toujours sur mes cahiers. J'avais besoin de. Je kiffais ça. Ok. Et du coup, t'as fait un bac spécial art ou J'ai fait le bac STI, L-Art. L. Ça se voit. C'est L classique ou STI 2A, je crois que Non, c'est c'est L. Moi, j'ai fait Ok, L-Art. D'accord. Parce que je kiffais quand même la matière littéraire, je kiffais la philo et tout. Moi aussi, j'ai fait L. T'as fait L aussi? Ah oui. Ah, t'as pas la tête d'un L? Ah bon? Non. Pourquoi? Non, je rigole. Non, Non, mais t'es un si, peu, si, il y a un si. peu ce cliché. Moi, j'étais une grosse babouche. Je fais des. Non, j'étais en L de ouf. T'étais en L. Ouais, T'aimais de bien? ouf. Ouais, à fond. Bah, c'est le moment de ma vie où c'est devenu cool. Mais par contre, c'est pas moi qu'on interviewe. Non, mais ouais, je fais elle. Et donc, ok, donc ta famille a validé ça et donc au final, ils t'accompagnent là-dessus, quoi. Ouais, de ouf. Et du coup, il y a une autre rencontre dont je voulais te parler justement. Et apparemment, tu as une petite anecdote assez intéressante justement sur cette rencontre. Donc, c'est ton copain qui s'appelle Salem sur Instagram, Oui, c'est ça. qui fait aussi des BD. Et il y a parfois des mélanges de vos deux univers justement. Donc, qui t'a accompagné sur ta BD en plus. Comment vous êtes rencontrés? Et j'ai l'impression que cette rencontre est assez importante pour toi, au point de vue artistique aussi. Et à quel point elle est importante? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Elle est importante parce que c'était déjà voir quelqu'un qui fait exactement le même truc que moi. Avant, j'étais déjà en relation avec un artiste, mais qui faisait de l'art contemporain. Du coup, c'était super enrichissant, mais on faisait juste pas le même taf. Et là, c'était rencontrer quelqu'un qui fait exactement le même truc que moi. Du coup, il y avait cette espèce de... Enfin, on avait vraiment l'impression qu'on pouvait... qu'on allait attraper le monde, quoi. On était en mode, vas-y, on va faire ça, on va faire ça. C'était trop cool. Et ouais, ça c'était hyper important. Après, ça amène aussi tout son lot de problèmes parce que vu qu'on fait exactement le même truc, faut pas se marcher dessus. Faut la barrière entre inspiration, elle est très mince. Enfin, ça amène son lot de problèmes, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, la rencontre, on s'est rencontrés aux Beaux-Arts, mais à cette époque-là, moi, je pouvais pas le saquer. Parce que il avait 1 an de moins et parce qu'il m'avait foutu un vent un jour j'ai essayé de lui parler, il m'avait foutu un vent et on s'est recroisés à Lyon 3 ans plus tard. J'étais avec mon ex en train de faire du roller et il était en date avec une nana et je fonce en roller dans son date. Aïe.
Et du coup, je fonce dedans et du coup, on se capte comme ça en termes salut, t'es à Lyon, ok, on ira boire un verre et salut. Ok. Et du coup, on allait boire un verre ensemble et ensuite, on a bossé ensemble et ensuite Ok. on est tombé amoureux. D'accord. Et donc, tu dis que ça amène des problèmes au niveau de l'inspiration, des choses comme ça? Ouais, enfin après, en tout cas, c'est des problématiques qu'il faut réfléchir, je pense. Ok. Dans l'histoire de l'art, il y a toujours eu, il y a eu pas mal notamment dans les relations hétéros, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont pompé le travail de nana ou qui sont vraiment pas. Enfin, j'ai trop peur de devenir la meuf du mec artiste. Ok. Et dans l'histoire de l'art, c'est un truc qui est beaucoup arrivé. Pas forcément de la faute des artistes, parce que parfois c'était même pas conscient. Oui, c'est Mais, la réception du public. C'est ça. Après, c'était des époques où les femmes étaient aussi moins reconnues, quoi. Ouais, de fou. Je pense que ça a dû jouer, non? Mais je pense qu'il y a toujours plein de traces de ça. En tout cas, c'est. Mais c'est pas définitivement Non. effacé, quoi. Je pense qu'il faut bien il faut bien poser les limites pour pas que ça dépasse et pour justement que la relation elle soit saine artistiquement parlant. Ok. Après c'est encore flou, je sais pas exactement comment ça peut fonctionner bien, mais je fais attention à ça. J'ai pas du tout envie de devenir la meuf du mec. Ok. Bah, ça me fait penser à je sais pas si tu connais Alejandro Jodorowsky. Oui. Bah justement avec sa femme ils ont fait une œuvre à deux. Donc ça me fait putain, penser. je savais pas du tout, tu vois. Ça me rappelle un petit peu ce que tu fais avec Salem, quoi. Et en gros, sa femme s'appelle Pascal et lui donc il s'appelle Alejandro et l'œuvre s'appelle Pascal Alejandro. Ok. Et en fait c'est toute une série d'œuvres où justement ils ont repris, alors si je dis pas de bêtises, je sens que je vais dire une bêtise, mais en gros ils ont repris des anciens dessins à elle et ils les ont remis, ils ont tout fait ensemble, quoi. Et du coup ça donne un peu cet enfant comment dire, et de l'esprit artistique, trop cool. qui est Pascal Alejandro, quoi. Putain, je connaissais pas du tout. Bah tu Et vois, encore une fois, on connaît pas le travail de la nana alors qu'elle a fait ça. Ouais, mais si, du coup, là, pour le coup, bah non. Bah, après, Alejandro Jodorowsky, il est vraiment super connu parce qu'il a fait beaucoup de trucs avant, Oui. tu vois, il a 94 Et ans. c'est très très bien ce qu'il fait. Et c'est très très bien ce qu'il fait. Et Pascal était peintre déjà avant, mais elle était moins connue, quoi, par rapport à lui. Et du coup, ils ont fait ce truc-là ensemble. Et je trouve que ça peut être peut-être un bon exemple de manière de coopérer, parce que là, les deux sont autant mis en valeur, tu vois. Et justement, ils ont fait une conférence là-dessus et ils parlaient tous les deux à un terme égal, etc. Ils ont raconté l'histoire de cette œuvre-là. On aimerait bien faire une BD à deux là. Ok. C'est prévu. Ah, petite exclusivité pour des terres. Ouais, c'est prévu. Trop bien, ok. Et du coup, par exemple, vous avez commencé à faire des planches? On n'a pas commencé, mais on a des idées. On aimerait bien vraiment mêler les styles de dessin, justement. Et on fait pas du tout le même truc, mais sur le noir et blanc, on a un style qui peut être assez similaire sur certains points. Ok. On a des refs en commun. Pour ça, quand on s'est rencontrés, on a parlé pendant des heures de tous nos rêves, de tout. C'était trop cool. Et comment vous travaillez ensemble? Parce que vous avez déjà fait du coup des petites BD, notamment sur ta page Instagram à toi. Ouais. Comment ça se passe justement le travail à deux? Là, en vrai, c'était rien. Je suis juste en train de dessiner le truc. Je lui ai dit de mettre son personnage. Mais souvent, on passe pas mal de soirées à bosser chez l'un ou chez l'autre. Notamment quand on s'est rencontrés, on faisait des nuits blanches où on se mettait une petite table à côté de mon bureau, on se mettait sur une table, on passait des nuits entières à côté de la musique à travailler. Et au matin, on se montrait ce qu'on avait fait. Très dans la compète aussi. Souvent, ça me motive de ouf pour bosser ce truc un peu de compète de vas-y, le premier qui fait 10 pages, il a gagné. Et c'était cool, ça. J'imagine. Ouais, du coup, c'est un autre truc qui te stimule, c'est d'avoir un peu une concurrence ou. La concurrence avec lui, non. Enfin, j'ai pas du tout envie qu'on se marche dessus. Par contre, le côté un peu défi, ouais, je kiffe. Défi, ouais, plutôt. Ouais. Ok. Très jeu, enfin. Dans un truc un peu. un peu jeu, quoi. Ouais. J'aime bien. Ok. Écoute, est-ce que pour finir cette émission, tu peux nous montrer ta BD? Ouais. Va la chercher, je t'en prie. Vas-y. Merci beaucoup. Pendant que je suis tout seul, j'en profite pour vous dire d'aller suivre Floxy sur les plateformes. Donc Floxy, vous pouvez voir tout son travail. En plus, elle met beaucoup de BD, enfin elle met que des BD sur son compte. Elle a aussi un compte de tatouage, donc vous pouvez aller voir son travail. Vous pouvez aussi suivre des Terres Podcast parce que vas-y, c'est cool, on fait des bonnes vidéos et tout, on interviewe des gens super sympas. Et on est sur YouTube, sur Instagram, partout. Et du coup, Floxy va nous montrer sa BD, donc l'Utopie des contraires. Je t'ai pris la BD et des petits prints en plus. Oh, excellent.
Est-ce que je vais avoir une petite dédicace et tout? Ouais, vas-y, Ah, vas-y. trop Tiens, bien. bah, je te laisse feuilleter. Bah non, je te le laisse la montrer à la La caméra. montrer, ok. Comme ça, tu peux montrer un petit peu, peut-être quelques pages aussi. Ok, c'est trop intimidant. Alors attends. En fait, c'est du bordel. Ok. Ça, on voit un petit peu parce que t'as vraiment un style graphique très particulier. Ça, du coup, c'est tout le début où je parlais un peu de Tom Tom et Nana. Ok. Je sais pas si on peut voir. Enfin, c'est très. Ouais, il y a vraiment plein de styles de dessin différents. Mhm. Il y a des pages beaucoup plus réalistes. Et ensuite, plus ça avance dans l'histoire, et plus c'est. Attends. Tiens, tu peux montrer à la caméra carrément. Plus on avance dans l'histoire et plus les pages sont, plus les dessins sont réalistes. Ok. J'ai aussi un peu entrecoupé le récit avec des petits. Je me suis vraiment inspirée du format carnet. Parce qu'avant, je dessinais vraiment quotidiennement vrai que ma vie dans justement, un carnet. Moi, je l'imaginais plus grande, tu vois, mais c'est vrai que du coup, ça fait très journal. Je voulais le format carnet, justement. Ok, c'était voulu. Au même moment. Alors, je voulais vraiment faire un vrai carnet, tu sais, avec le petit. Ah ouais, le petit truc, mais au même moment, Pénélope Bagieux a sorti une BD qui s'appelle Les Strats. Tu vois Pénélope Bagieux? Non, je connais pas. Une autre BD super Ok. connue qui a sorti ça avec une couverture noire avec un dessin blanc. Ah, Je me suis dit, vas-y, je fais pareil, personne ne va me croire que j'ai eu l'idée en même temps. Donc je me suis dit, vas-y, je le ferai. Et pour moi, le format carnet, il est aussi très politique. Enfin, ce format A5. Je voulais une BD qui soit pas une belle BD. Parce que j'adore les très beaux bouquins. C'est un truc qu'on range dans ta bibliothèque, qu'on touche pas. Je voulais un truc qu'on puisse se filer, qu'on puisse abîmer sans avoir peur d'abîmer un beau livre, quoi. Ah, c'est super intéressant ça. C'est un truc qui C'est se traite, encore quoi. le côté accessible, quoi. Exactement. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer le titre, L'utopie des contraires? Putain, c'est une bonne question. En fait, ça vient du coup de ce format journal intime. J'ai toujours eu des journaux intimes. Donc, quand j'étais petite, les journaux basiques d'Idle où t'écrivais ta vie, là. Ensuite, j'ai eu du coup ces carnets un peu plus dessins. Et entre les deux, quand j'étais au lycée, j'avais mes agendas, les agendas de lycée, qui me servaient vraiment d'espèces de journaux intimes où je documentais toute ma vie. Je collais mes billets mes places de concert, mes trucs comme ça, je racontais mes soirées. Et je passais du coup des heures avec Jeanne, ma meilleure amie, qui est la friperie, qui est aussi ma coloc. On découpait, on faisait vraiment du scrapbooking un peu, mes versions un peu Est-ce que destroy. tu peux expliquer ce que c'est scrapbooking pour ceux qui Scrapbooking, c'est une connaissent pas? activité de vieux. Tu sais, c'est l'activité des vieux où ils prennent des carnets, ils collent des petites images. Je saurais pas en dire plus, mais c'est ce truc un peu découpage, collage, et on fumait des joints et on dessinait des trucs et on découpait des petits magazines pour créer des mots. Et un jour, j'ai collé des lettres dans mon agenda et il y avait marqué l'utopie des contraires. Et je me suis dit, putain, c'est trop drôle. Enfin, c'est joli comme phrase. Ah, c'est venu genre aléatoirement? C'est venu aléatoirement et c'est les surréalistes, les peintres surréalistes qui à l'époque trouvaient le nom de leur tableau comme ça. Ok. Ils faisaient des genres de cadavres exquis. Ok, Tu vois le cadavre exquis ouais. où ils écrivaient des mots aléatoires comme ça et du coup c'était comme ça qu'ils trouvaient leur mot leur titre de tableau. Ok. Je trouvais ça fun de reprendre du coup ce processus-là pour un livre. Et juste pour ceux qui connaissent pas Cadavreski, tu peux expliquer aussi? Cadavre exquis, c'est un jeu où chacun va dessiner, ça peut être avec un bonhomme par exemple, chacun va dessiner une partie du bonhomme et tu plies la feuille sans la montrer. Ouais, c'est ça. Tu donnes au voisin et la personne va dessiner et ça crée une espèce L'histoire. d'hybride, Ouais, c'est ça. une espèce de chimère chelou. Du coup, on peut le avec faire aussi avec des phrases, quoi. Genre, C'est t'as ça. une phrase et puis l'autre, etc. Et du coup, ça fait un texte qui n'a pas de sens en général. C'est ça. Enfin, assez absurde. Et là, c'était du coup un clin d'œil au Ok. surréaliste. Et du coup, à ce truc carnet, donc de l'agenda, du processus de garder les informations, documenter la vie. Et puis, enfin, du coup, d'après ce que j'ai compris, ça colle aussi un peu au côté chaotique. Exactement. Et la BD, elle est un peu entrecoupée de cartes de tarot qui vont en dire plus sur l'histoire et le moment où on se trouve. J'ai mis des playlists dedans, j'ai mis plein de trucs. Enfin, ouais, c'était vraiment de l'éclate. Ça, c'est un peu un carnet qui te symbolise toi, quoi. En gros, c'est la BD intime. Ouais, c'est une mise à nu complète, vraiment. Ok, super intéressant. Bah, tiens. Merci beaucoup. Et tiens, Ah, bah, carrément, j'ai tout là tiré. ça c'est le petit flyer. Merci beaucoup. Très magnifique, très très beau, franchement. Si vous voyez bien, je sais pas si vous voyez. Voilà, celle-là, elle est pas zoomée du coup, mais. Avec le petit QR Là, code. si vous voyez peut-être. Très sympa. Bah écoute, merci beaucoup Foxy. Bah, merci C'était à un toi. plaisir de t'avoir ce soir.
Et je pense que du coup, pour les gens qui veulent faire des BD ou du tatouage, c'est une belle source d'apprentissage et de leçons. Et de Trop voir bien. que même en galérant, en ayant peut-être des troubles aussi, on peut y arriver sans problème. Et enfin, pas sans problème, on peut y arriver. On peut y arriver, ouais. On peut y arriver. Et qu'il faut être déter finalement. Exactement. Merci beaucoup, Floxine. Merci. Ciao, ciao.